Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, sous ses dehors optimistes et une irréductible croyance en des lendemains qui finiront bien par chanter, ne peut pas toujours réfréner sa part d'ombre, ce petit côté conservateur en lui qui ne peut s'empêcher de penser que c'était mieux avant, au bon vieux temps ou au hasard. Sam Raimi était aux commandes d'une certaine franchise de super-héros arachnoïdes et ravissait nos yeux de cinéphiles bercés par le rêve de voir un jour les aventures de l'homme araignée que nous dévorions sur papier portées de façon décente au cinéma. Une parenthèse enchantée, vite refermée, et pourtant Spider-Man poursuit son aventure sur grand écran. La preuve, il nous revient une nouvelle fois avec Far From Home, dont on va causer là tout de suite avec un quatuor de justiciers masqués de la critique, Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Thomas. David Honoras, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Quetzon, salut Perrine. Salut Thomas. Perrine qui a baissé le casque de tout le monde autour de la table. Merci beaucoup Perrine. C'est Nos Ciné, épisode 199 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Alors, c'est un métier, on ne le dira jamais assez. D'ailleurs, c'est celui de Solène qui est derrière la console et qu'on remercie au passage. Je n'ai mentionné que Far From Home en intro, mais on va tenter également de dire un mot d'une autre déclinaison de l'univers Spider-Man au cinéma ces derniers temps, New Generation, un film d'animation qui est sorti en fin d'année dernière, sur lequel on nous réclame depuis des mois et des mois de revenir. Et donc, on va le faire. Voilà, comme ça vous serez contents. Pour ce qui est de Far From Home, le film s'inscrit à la suite évidemment du dernier Avengers, et donc attention spoiler, là si vous n'avez pas vu le dernier Avengers et que vous tenez à ne pas vous faire spoiler, vous pouvez arrêter l'écoute. Il s'inscrit donc à la suite de la mort de Tony Stark, le mentor de Peter Parker, toujours incarné par Tom Holland, qui a bien du mal à s'en remettre, mais qui va devoir rapidement renfiler son costume d'homme araignée à la demande de Nick Fury, alias évidemment Samuel L. Jackson, qui l'associe à un nouveau venu, Quentin Beck, alias Mysterio, joué par Jack Gyllenhaal, pour qu'ensemble ils tentent d'enrayer une nouvelle vague de menaces qui frappe la Terre. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. Oh. I'm kidding. Look, keep up the good work. Because I am going on vacation. Heads up. Nick Fury's calling you. I don't really want to talk to Nick Answer Fury. the phone. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him. I don't want to talk to him. Derrière la caméra, c'est John Watts, réalisateur du précédent volet. Au casting, outre Holland, Jackson et Gyllenhaal, on trouve également Zendaya, Kobe Smulders, Martin Starr ou encore Marissa Tomei qui reprend son rôle de Tante May. Votre avis sur ce nouveau Spider-Man, ce Spider-Man Far From Home, les amis? Je n'ai plus le droit, contractuellement, de donner la parole à Julien Dupuis en premier. C'est terminé, la belle époque est derrière nous. Ce sera donc David Honora qui va parler en premier. Quelle responsabilité. Merci David. Du coup, c'est effectivement intéressant de rappeler que c'est du coup la suite directe d'Avengers Endgame. Et ce qui est intéressant, et on l'avait un peu évoqué en parlant d'Avengers Endgame, c'est qu'on était arrivé à un point où les enjeux étaient tellement massifs. En gros, ça concernait la survie des 3/4 de l'univers, enfin, c'était un peu chaud, qu'on perdait tout intérêt pour les personnages. Et là, on revient à des enjeux plus humains, qui sont en gros de sauver des gens qu'on peut à peu près voir dans le cadre de l'écran. et surtout, l'enjeu fondamental, c'est un enjeu romantique, de savoir si Peter Parker va pouvoir pécho la personne qu'il a dans le viseur, MJ en l'occurrence, joué par Zendaya. Et d'ailleurs, le film, dans sa première partie, insiste assez lourdement là-dessus, en mettant en évidence le fait que c'est le seul truc qui l'intéresse et qu'il a envie de partir en vacances et de se concentrer juste sur ses affaires de cœur et de laisser son costume à la maison. Moi, ces prémices m'intéressent plutôt. Enfin, je trouve ça, en tout cas, plus séduisant, plus abordable. Et justement, après Avengers Endgame, avec toutes les limites qu'on avait évoquées dans l'émission, j'étais plutôt content de retrouver quelque chose de plus terre à terre. Et malheureusement, avec tout ça, je trouve que le film échoue à nous intéresser en fait aux enjeux des personnages. Oui. Et c'est vraiment un gros problème parce que, a priori, tous les personnages, pour le coup, sont hyper
hyper attachant, le personnage de Peter Parker, même s'il a été pas mal maltraité par les différentes franchises ces dernières années. Il a un potentiel qui est énorme. Les acteurs sont plutôt sympathiques, en tout cas pour moi. Et en fait, on est vraiment sur un film où j'ai l'impression qu'il passait à côté de toutes ces opportunités tout le temps, notamment l'arc narratif autour du méchant. Enfin, je sais plus si c'est pas nécessaire de spoiler de toute façon, méchant, mais ouais, bon, voilà. C'est spoilé. Voilà. Mais bravo Thomas, en fait, c'est du travail de cochon quand même. Plaisir. C'est pas très grave. Perrine m'a mis un coup de pied. Non, mais en fait, il y a une logique qui est en gros que le méchant peut mobiliser des sortes de drones qui créent une altération de la réalité, ce qui, je pense, est une idée qui vient des comics et qui a un potentiel cinématographique énorme. Et malheureusement, typiquement, ça, c'est complètement raté en fait dans les séquences qu'on voit à l'écran. En fait, il y a deux moments. Il y a une séquence qui, je pense, est la meilleure du film, où Spider-Man est plongé dans une sorte de réalité alternative, visuellement assez intéressante. Mais après, il y a un autre moment plus tard où on assiste en fait au démantèlement du système de drone et à l'effondrement de cette réalité. Et en fait, il n'y a absolument aucune idée visuelle et narrative qui est mise là-dessus. C'est juste, c'est traité comme une sorte de bug et un truc qui se casse la gueule, alors que il y aurait, à mon sens, plein de choses intéressantes à jouer sur la manière dont on perçoit la frontière entre les deux. Parce que ça peut à la fois servir visuellement et puis dans ce que ça raconte, dans les thématiques, même des trucs très contemporains sur je sais pas, le deepfake, les images, tout ça. Et le film passe à côté, donc passe à côté des thématiques profondes, passe à côté de ses personnages, et je trouve quand même un peu sauvé par le côté sympathique des acteurs, qui sont tous un peu sympas, mignons, rigolos. On s'ennuie pas tant que ça, mais on est déçu, quoi. On est déçu parce que c'est un personnage qui est extraordinaire, qui a beaucoup de potentiel. C'est un univers visuel et graphique qui a énormément de potentiel, et du coup ça fait repenser à ce que tu évoquais en fin d'introduction, c'est-à-dire au précédent opus de Spider-Man dans une autre timeline, donc New Generation, qui était un film d'animation qu'on n'avait pas eu l'occasion de traiter dans nos cinés, mais qui, moi, m'avait plutôt séduit. Enfin, en tout cas, je voyais plus le verre à moitié plein sur ce film, notamment pour la qualité de l'animation. En fait, il y avait énormément d'idées et des choses qu'on avait finalement jamais trop vu comme ça au cinéma, et qui réussissait assez bien à traiter son sujet. Toute la question des univers parallèles était traitée de manière à la fois assez ludique, assez amusante, et de manière pertinente. Et voilà, donc à la vue de cette suite d'Avengers qui ouvre une nouvelle ligne de Spider-Man, moi je reste plutôt sur la timeline du New Generation, si j'ai à choisir. Perrine ? Si je devais continuer sur Spider-Man New Generation et le mettre en lien avec Far From Home, c'est que ce que j'apprécie dans les deux, c'est que Peter Parker et Miles Morales sont de vrais ados. Je trouve ça plutôt agréable, en fait, qu'on mette vraiment des personnages qui sont pas des adultes qu'on essaye de faire passer pour des ados. Je trouve qu'ils ont des vraies problématiques d'ados, des vraies réflexions d'ados, des vrais goûts d'ados. Et pour le coup, je trouve ça vraiment agréable à suivre. Donc j'aime beaucoup ces personnages-là. Et c'est vrai que le Peter Parker de Far From Home, mais de Homecoming, depuis que c'est Tom Holland, moi je suis très contente de Tom Holland. En fait, j'aime beaucoup ce gamin. Il a cette espèce de bagou, ce truc. On l'aime bien assez immédiatement, il est casse-couille comme il faut. Enfin, moi, je l'aime vraiment bien, en fait, ce gamin. Et c'est vrai que la Far From Home, pour le coup,
Alors moi je me suis peut-être un petit peu plus ennuyée, mais je trouve pas qu'il ça soit un ratage total. Tu parlais des technologies et c'est vrai qu'à un moment donné il y a cette séquence où il est plongé dans une réalité alternative et il sait plus s'en sortir et nous-mêmes on sait plus sur quoi s'attraper. J'aimais bien cette sensation de pas du tout savoir où moi-même j'en étais, comme le personnage. Et en effet parfois par exemple le démantèlement fonctionne pas du tout, pas que narrativement, je trouve même que visuellement il fonctionne pas parce qu'on voit des trucs tomber mais ça gêne pas du tout la réalité. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas du tout par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'un seul coup le film qui est vraiment dans son époque, qui n'oublie pas que la réalité des drones, la réalité justement des mondes des réalités virtuelles, des réalités alternatives, du deepfake, tu l'as prononcé, mais c'est vrai, parce que c'est ce qui arrive à un moment donné. Mais ça, c'est des problématiques qui sont très très actuelles et que j'aime bien qu'on vienne les aborder. Je trouve que c'est un film qui est, encore une fois, comme l'ado qui est dans son époque, le film est dans son époque aussi. Après, avec plus ou moins de récits, mais il est dans son époque. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on reprend aussi la thématique qui concerne Peter Parker, l'idée d'avoir des responsabilités, d'un seul coup se retrouver avec des responsabilités. Et là, on n'est plus sur des grandes responsabilités un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est plutôt la question de vers qui va ma responsabilité, en fait. Est-ce que ma responsabilité va vis-à-vis du reste du monde ou est-ce qu'elle va vis-à-vis de mes proches, vis-à-vis de mes amis? On a ce personnage qui est encore une fois tiraillé entre sa volonté d'être un adolescent normal et sa réalité de super-héros et qui n'arrive pas à faire un choix. Mais là, d'autant plus parce qu'il y a ces histoires de cœur, parce qu'il y a une volonté d'intégration, parce qu'il a un groupe d'amis qui existe vraiment et le groupe fonctionne. Donc c'est ça que je trouve vraiment pour le coup très agréable. Et après, si je devais dire, c'est pas tellement un Spider-Man movie que le dernier Tony Stark movie, en fait. C'est vraiment on est sur la fin de Tony Stark, on est dans le deuil de Tony Stark, mais Tony Stark est ultra présent, si ce n'est dans les paroles, il l'est visuellement, il est jamais là physiquement, mais il est là partout, dans les objets, dans tout, dans même la problématique du méchant. Enfin, Tony Stark reste encore une fois, et donc je pense c'est vraiment le moment où on doit tourner la page, enterrer pour de vrai Tony Stark. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Après, je trouve le film a des longueurs un petit peu poliment agaçante à des moments. J'aime bien quand tu es poliment. Quand tu dis poliment agaçante. Julien, ça va, j'ai le droit de te faire parler. Oui, allons-y. En fait, moi, je vais reprendre en fait là où j'avais laissé ma critique de Homecoming. En fait, on avait fait un extra quand le film était sorti, où moi j'avais un problème fondamental en fait avec le traitement de Spider-Man. C'est-à-dire que on peut, je vois David et Perrine qui, il me semble, en fait, reste à l'intérieur du MCU. Spider-Man, pour moi, ça reste quand même Spider-Man. C'est la figure de proue de Marvel. C'est si tu ne dois choisir qu'un seul super-héros que Stan Lee a créé, c'est quand même Spider-Man. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que tu as aussi, en tant qu'auteur, je pense, c'est comme ça que je vois les choses, tu as aussi une responsabilité vis-à-vis de ce personnage-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui donner en fait l'importance qu'il a à l'intérieur de cet univers-là. Et d'autre part, ne pas le trahir. Et pour moi, de la même façon que Homecoming le trahissait, là aussi on le trahit. C'est-à-dire que d'un côté, tu as cette idée qui est pas forcément une mauvaise idée, loin s'en faut, de faire un teen movie avec effectivement un casting de jeunes ados et qui est pour le coup assez réussi. Moi aussi, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, Tom Holland, je le trouve super. Vraiment, je le trouve excellent, quoi. Et Zendaya, elle est cool. J'ai plus de mal avec le gros copain asiatique là. En plus, celui en plus, je trouve que même ce casting-là, je le trouve presque un peu dérangeant. Je trouve qu'on a un peu dépassé en fait ce type de cast de sidekick. Mais enfin bon, c'est un autre problème, c'est pas très important, quoi. Moi, le problème qui me dérange fondamental, c'est que Spider-Man, je pense que le personnage tire sa force dramaturgique du fait que ce soit le super-héros des petites gens. Et finalement, tu n'en as pas beaucoup quand même des super-héros de petites gens. C'est-à-dire qu'en général, le super-héros américain, il est souvent ou alors issu d'une espèce d'aristocratie ou alors issu d'un milieu extrêmement bourgeois, etc. Et là, le truc, c'est que
Spider-Man est lui encore une fois issu d'une famille plutôt désargentée. Il y a même une mise en contexte là-dessus dans la suite, là au tout début. Sauf que sa problématique en fait, c'est de gérer l'héritage, le legs richissime en fait de Tony Stark. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai un peu l'impression dans le premier en fait, ma problématique c'était il y avait un positionnement qui était intéressant, qui était on a été du côté des dieux avec les Avengers, etc. Et puis on va voir quel effet ça en fait sur les gens de tous les jours, sur les New-Yorkais, parce que c'est aussi ça Spider-Man, c'est sur les New-Yorkais quoi. C'est ce qu'avait si bien réussi à faire Sam Raimi. Et sauf que c'était les méchants et que finalement je préfère partir plutôt que d'entendre ça. Spider-Man il se range en fait du côté de la haute, des grands, pour essayer de justement de juguler les effets que ça pouvait avoir sur les petites gens. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tout l'enjeu en fait de Spider-Man, c'est de se dire attends, j'ai envie d'être ado, mais en même temps j'ai le potentiel d'avoir l'héritage en fait de Tony Stark, et est-ce que je vais l'accepter, est-ce que je vais pas l'accepter, est-ce que je vais l'utiliser et tout. Et du coup pour moi il y a une dénégation en fait profonde du personnage là-dedans, y compris dans sa propre réalisation. C'est-à-dire que de la même façon que moi j'ai un gros problème avec le fait que ces costumes viennent de chez Stark, parce que d'un coup il a un pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir intrinsèque de Spider-Man, le fait que ce soit un personnage qui s'en prennent plein la tête dans les comics et donc dans les films aussi de Sam Raimi, et aussi d'ailleurs dans New Generation, là c'est plus du tout le cas. Enfin, il se retrouve avec jusqu'à ce costume qui est techniquement ahurissant, hein. Il est magnifique hein, techniquement ce costume là, mais par contre stylistiquement, puis ce qu'il dit du personnage, ce costume hyper flashy là, t'as l'impression que c'est Fast and Furious version Spider-Man, un peu c'est du tuning quoi, tu vois. Moi ça me pose problème en fait, c'est-à-dire que quelle est la valeur en fait de Peter Parker à partir du moment où il bénéficie de ce savoir-faire de chez Tony Stark? C'est-à-dire que Tony Stark, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui fabrique ses costumes. Et c'est lui comment il jugule et comment il travaille autour de son savoir-faire et de ses connaissances, quoi. Lui, il a rien. Enfin, je veux dire, c'est juste, on lui envoie le truc, on lui dit, tiens, tu le prends. Puis bon, il se trouve qu'à côté de ça, il a d'autres pouvoirs. Mais enfin, bon, c'est quand même minuscule, quoi. Alors, du coup, tu te retrouves au final dans Far From Home avec un petit teen movie qui, pour moi, c'est pas que c'est désagréable, mais c'est quand même vraiment, c'est bas. Hein. C'est pas du grand travail, quoi. C'est-à-dire, l'histoire d'amour, par exemple, c'est pas de la haute volée quoi, au niveau de l'écriture et tout, hein. Je veux dire, les mecs qui citent John Hughes, il est loin, hein, John Hughes, hein, quand tu vois ça. Et puis à côté de ça, un film de super-héros où on a une dénégation d'une figure mais ultra importante de l'écurie Marvel, ce qui est quand même pour moi un problème. Et en plus, là en l'occurrence, avec un antagoniste qui pose effectivement beaucoup de problèmes. Là, je vais pas redire ce qu'a dit Perrine et puis David, parce que je pense qu'en dehors de tout ce qu'ils ont dit, ils fonctionnent aussi sur une série de supercheries. Ce qui est le propre de Mysterio, si vous avez lu le comics, quoi. Mais c'est super problématique parce qu'on c'est que des trucs fantoches en fait tout le temps. Donc au bout d'un moment, tu te dis mais où est la menace, quoi. Et il y a un rattachement à Tony Stark aussi avec Mysterio. C'est pareil, je ne vais pas tout spoiler, mais du coup, où, encore une fois, Spider-Man se retrouve en quelque sorte en une espèce de garde chiourne de Stark Industries à dire attends, c'est syndicaliste. Si je dois aller dans le truc à fond politique, on va les mater, tu vois, ça va. Ils sont pas contents, attends, tu vas voir, là, je vais leur envoyer le petit Spider-Man, là, il va les mater tout. Et comme l'a dit David, comme l'a dit Perrine, il y a cette séquence quand même qui est vraiment réussie d'illusion. Mais qui est un exploit, et ça il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, qui ne vient pas du réalisateur. C'est-à-dire que pour autant qu'on le sache, alors peut-être qu'il y aura des informations intérieures qui me feront mentir, mais pour ce que je sais, et ça je le dis en ayant entendu des conférences et tout là-dessus, c'est pas une séquence qui vient du cinéaste, hein. Et c'était la même chose avec Doctor Strange quand il y avait des séquences d'hallucination qui étaient chouettes, hein, qui étaient super cool. Ça, c'est des séquences qui viennent de The Third Floor, qui est une société qui est spécialisée dans les animatiques. Les animatiques, ce sont des storyboards animés dans lesquels c'est spécialisé The Third Floor, qui est une société, voilà, ce sont des trucs en images de synthèse très crus. Et en fait, la façon que Marvel a de fonctionner avec The Third Floor, c'est qu'ils disent voilà, on a telle ou telle scène d'action, vous nous en faites des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, puis nous après on va essayer de remonter ça, etc. Mais le réalisateur n'a finalement quasiment pas la main en fait là-dessus. Mais il se trouve que là dans le film, et aussi je pense parce que c'est aussi une séquence qui est entièrement CGI, ça fonctionne. Tu retrouves vraiment littéralement des planches. Il m'a semblé, je suis
peut-être pas, je suis pas aussi spécialiste moi que David, donc je sais Daniel pardon, mais moi il m'a semblé retrouver littéralement des planches, des couvertures en fait de Spider-Man en fait dans cette séquence-là. Elle est vraiment sympa et voilà, t'as au moins ce petit instant de satisfaction. C'est pas un film détestable, mais c'est pas un Spider-Man quoi. C'est surtout ça le problème. Stéphane. Moi, je vais un peu résumer ce que tout le monde a dit, en gros, parce que fondamentalement, effectivement, Tom Holland, c'est plutôt un bon choix de casting. Maintenant, le problème, c'est que ce perso, c'est pas Spider-Man, effectivement. C'est un personnage dont, effectivement, les costumes, en fait, c'est un gamin avec des gadgets, plus qu'un homme araignée à proprement parler, quoi. Après, le fonctionnement même du film, en tant que suite d'Avengers Endgame, c'est que on en parlait avec David en sortant du film, il y a quand même un questionnement sur comment exactement fonctionne en fait le retour de tous les gens qui ont été zappés dans Infinity War. Et effectivement, il le montre avec un espèce de match de basket qui, donc, parce qu'il y a 5 ans qui se sont écoulés entre le moment où ils ont été zappés et le moment où ils reviennent. Et dans ce match de basket, apparemment, en fait, en gros, tout le monde avait été zappé, tout le monde est revenu, donc c'est un peu bizarre. Oui, mais le match de basket continue. C'est un peu étrange quand même. Non, c'est pendant un autre match de basket, des gens. Ah oui, d'accord, ok. Ah bon, formidable. Donc, grande narration, apparemment, on peut tout expliquer. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est juste pour la blague. Oui, mais bon. C'est ça le problème. Tout est pour la blague. C'est un peu ça le problème aussi chez Marvel, quoi. Et l'idée, en fait, de créer cette logique, en fait, de sortir Spider-Man de New York, encore une fois, parce que ça a été fait dans les précédentes versions, dans, comment dire. Dans les Sam Raimi, dans les films de Mark Webb, en fait, c'est se dire, bon, on peut montrer qu'on peut sortir, on l'a emmené dans l'espace, on peut l'emmener en voyage en Europe, etc., etc. Et là, en fait, le problème, c'est que structurellement parlant, ça devient une espèce de mix entre, je sais pas moi, les Charlots font l'Espagne, les Bronzés font les Bronzés, non mais ce genre de truc, en fait, où il y a plein de clichetons touristiques à 2 balles, en fait, avec... Hein le Clint Eastwood. Ah oui, le 15h17. Voilà. Non, mais on a dit qu'on disait plus de mal de. On a dit qu'on parlait plus de ce film. Ah bah voilà. Il n'existait pas. Donc voilà, c'est de la comédie bas du front, comme l'était plus ou moins le précédent aussi. Et puis il y a effectivement, alors la figure de Tony Stark. Le problème en fait, c'est que dans la logique de ce n'est pas vraiment Spider-Man, ce personnage-là à la fin, pour moi. Il y a en fait cette notion que finalement, en fait, ce qu'ils essayent de faire de Tony Stark, c'est que c'est plus ou moins l'oncle Ben. C'est-à-dire la figure morale en fait dans laquelle il va se retrouver parce que l'oncle Ben n'existait pas en fait dans cette version du MCU, parce que Tante May finalement c'est une MILF, donc en fait en gros il n'y a pas de valeur morale vis-à-vis de Tante May, c'est juste sa tante sympa avec laquelle il fait des checks quoi. D'un seul coup c'est devenu ça en fait sa valeur morale, et effectivement comme le dit Julien, à un moment donné la valeur morale Tony Stark, vu que c'est quand même un gros con depuis 10 ans, légitimement, tu peux te dire que le personnage risque de devenir un gros con aussi, le personnage de Spider-Man, quoi. Et voilà. Et effectivement, bon, après, on a parlé de... Pour moi, il y a cette problématique, en fait, aussi, qui est liée au personnage du Mysterio, c'est que, bon, il y a le market essaye de se faire croire que c'est un gentil pendant tout le film, mais si tu as lu 2 comics dans ta vie, tu sais que Mysterio, c'est un méchant, ça fait quand même 50 ans qu'il est là. Il faisait partie des Sinister Six, en plus. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu étrange d'essayer de jouer cette logique-là. Pour les gens qui n'ont jamais lu. Les gens comme Bibi. Qui sont-ils? Voilà. Ouais, mais enfin bon, encore Mysterio, un Mysterio, il a été dans des dessins animés, il a été dans plein de trucs. En fait, c'est ce que je veux dire. C'est pas parce que c'est la première fois qu'il apparaît dans un film Spider-Man que voilà. On peut aussi découvrir. Bon. Il y a le droit. Admettons. Et là, le problème de ce personnage-là, c'est que c'est aussi un personnage qui fonctionne un peu comme le Loki dans Thor, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est un. Alors, je parle de la façon dont il est traité dans la MCU. C'est-à-dire que, à la base, c'est un illusionniste, en fait, quelqu'un qui travaille sur les effets spéciaux, Mysterio, et donc effectivement joue avec les images, en fait, et truquer les images pour impressionner les gens. Cette scène de piège mental dont on parle tous, effectivement, c'est un truc qui est complètement dans le comic book depuis, en fait, la création de Mysterio. C'est un des premiers trucs qu'il fait dans les années 60. Et je pense qu'effectivement, il y a un truc de classicisme qui fonctionne assez bien. Et voilà. Mais après, effectivement, c'est une scène qui détonne complètement. Oui. C'est-à-dire, elle est vraiment dans le reste du film. Et le reste du film, moi, je trouve que tout ce qu'on va dire qui est très de l'ordre du côté super-héroïque, en fait, de cette aventure-là, qui est quand même le 3e niveau d'enjeu. Hein. Je pense que le premier niveau d'enjeu, c'est ce qui va embrasser MJ. Le deuxième niveau d'enjeu, c'est ce qui va se remettre ce qui va devenir le nouveau Tony Stark, tu vois, le nouveau Iron Man, parce que c'est un truc que tout le monde lui demande. Hein. Ça participe aussi de l'autre truc qui fait qu'en fait, t'as pas l'impression de regarder un film avec Spider-Man. C'est qu'on lui dit, tu vas être le nouveau Iron Man. Oui, non. Ah, peut-être à la fin, tu vois. Et donc, le 3e niveau, c'est d'endiguer la menace qui, fondamentalement, n'en est plus vraiment une, en fait, à la fin. Et donc, en fait, si tu veux, c'est un peu pour ça qu'elle passe en 3e plan. Et tu te retrouves avec un manque d'enjeu
total quoi à la fin. Et ça c'est du niveau pour moi Thor le monde des ténèbres quoi, enfin ce genre de truc quoi, hyper cheap. Moi je me rappelle dans Thor le monde des ténèbres, un des trucs qui m'avait fait halluciner, c'est t'as Londres entier qui est en train de se faire détruire, et t'as Thor qui prend le métro pour retourner au combat. Il vient de se prendre un pain, il dégage à trois stations de métro, il prend le métro pour retourner au combat. À ce niveau en fait de je m'en foutisme narratif, là c'est un peu la même logique, parce que fondamentalement oui effectivement quand on découvre que c'est des drones qui créent les destructions, tu te dis ok, même là ça marche pas très bien, c'est bizarre parce qu'en fait ils ont réussi à blouser tout le monde, enfin bref il y a pas d'enquête derrière sur les cataclysmes, il y a rien, tu vois, donc bref avec une dénégation aussi d'un des enjeux principaux dans la séquence post-générique aussi. Il faut pas trop en parler quoi, mais il y a un truc avec une façon de désamorcer l'importance d'un des personnages majeurs en fait, on va dire, du film, et du coup du rapport de Peter Parker à tout cet univers et aux Avengers et tout. Moi je sais pas, je l'ai trouvé un peu embarrassante en fait cette séquence là, parce que ça désamorce un peu tous les enjeux en fait, encore une fois, du film quoi. Tu dis mais c'était ça, donc c'était encore une fois c'était de la flûte quoi. Enfin, et en fait tu peux pas avoir de gravité émotionnelle, c'est-à-dire que moi je comprends qu'ils soient embêtés à l'idée de refaire l'histoire de l'oncle Ben, je comprends qu'ils soient embêtés à l'idée de tout ça, mais au final le truc avec Tony Stark, c'est que moi j'ai jamais compris en 5 films en fait l'attachement vraiment, à part le fait qu'il lui file ses costards et qu'il lui dit tu devrais être un héros, alors que lui-même n'en est pas vraiment un en fait depuis le début, donc c'est super du coup tu te dis ah mais vous avez mis quoi en place exactement, c'est quand il drague Tante May, c'est pour ça en fait que vous essayez de rattacher au personnage, enfin c'est que des trucs un peu de bric et de broc comme ça, et du coup en fait émotionnellement ça peut pas fonctionner. Et alors il y a comment dire, je sais pas si tu parlais de ce personnage là en l'occurrence dans le truc, mais moi je vais spoiler ça. Il y a J.J. Jameson dans le film, et alors là il y a un truc en fait qui est dit dans les bandes annonces qui n'existe pas dans le film, qui est finalement pas dans le film, ça je le spoil aussi, je suis désolé pour ceux qui et vous écouterez l'émission après en fait. L'idée de faire un multiverse comme dans justement New Generation en fait, qui a amorcé dans la bande annonce, c'est complètement faux, c'est complètement fake, et tant mieux quelque part, parce que je pense qu'en fait c'était vraiment la porte ouverte pour que la phase 4, 5 ils fassent vraiment ce qu'ils veulent, n'importe quoi, et puis de toute façon ça se justifie quoi. Donc, en admettant que le multiverse en fait n'existe pas, il y a quand même J.J. Jameson qui est interprété par J.K. Simmons. Et donc là, tu te dis, ok, donc en fait, vous cherchez à faire quoi là, annuler Sam Raimi? Je comprends pas la logique en fait. On va aller où avec ce truc-là quoi. Donc c'est assez, c'est assez problématique, parce qu'au final, pour moi, mythologiquement parlant, le personnage finit par juste être un espèce de body snatcher de Spider-Man plutôt que Spider-Man à proprement parler quoi. Après New Generation, j'ai pas grand chose à dire. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Est-ce qu'on a fait le tour sur New Generation? Est-ce que tout le monde a dit ce qu'il avait envie de moi, je trouve, non, j'en ai pas trop parlé, mais je sais pas si j'ai peut-être trop vers ma gueule déjà. Non. Moi, je trouve que c'est parce que le film a été. Je trouve qu'il y a eu un engouement ahurissant sur le film. Alors, et moi, j'ai une relation un peu ambiguë en fait avec ce film, c'est-à-dire que je trouve qu'au niveau du En fait, je crois que j'ai un gros problème avec Lord et Miller, la façon qu'ils ont de se rapproprier les trucs, et je trouve qu'il y a une distance. C'est un projet de Lord et Miller. Voilà, c'est ça. C'est un script de Phil Lord. Voilà, ouais. Et ils ont produit, enfin, je crois qu'ils ont un peu fonctionné comme Lego, non enfin, je suis pas sûr de ça, mais je trouve que moi j'ai un problème de rapport pareil aussi à la mythologie tout. Alors peut-être que je suis trop vieux jeu, j'en sais rien quoi, mais du coup j'ai du mal à m'impliquer en fait dedans quoi. C'est-à-dire qu'il y a une telle façon de désamorcer tout ce qu'on a planté auparavant, une telle façon de refuser de croire tout systématiquement, qui moi m'impose en fait au final une espèce de distance, et puis où je me dis bon ils ont pas construit grand chose quoi. Il y a 2-3 petits trucs quoi, évidemment le rapport à l'oncle je pense notamment, mais c'est quand même super quoi. Après, le truc, c'est que, et moi, ça, c'est un truc que j'ai aussi beaucoup découvert après avoir vu le film, c'est que techniquement, c'est super cool, quoi. C'est-à-dire que le film vient de Sony Pictures Animation, qui est une filiale de Sony Pictures Imageworks. Et donc, ce qui est intéressant avec Sony Pictures Animation, c'est qu'en gros, c'est comme si tu mixais ILM avec Pixar, mais c'est plus compliqué que ça, parce que tu as aussi Dendy Tartakovsky qui est passé là-dedans et qui, avec Hotel Transylvanie, a complètement explosé la façon dont les mecs ils avaient de bosser l'animation, etc. Et je trouve que le Spider-Man New Generation, qui réunit quand même au niveau des réals des gros cadors du médium, même s'ils ont bossé à une vitesse ahurissante, hein. Mais je trouve qu'il réunit en fait un peu tout ça, et ça c'est super cool quoi. C'est-à-dire que par exemple ils ont décidé de baisser le nombre d'images par seconde.
mais pas surtout. C'est-à-dire que par exemple, tu as les personnages qui peuvent être animés à 12 images, mais pas le décor, pas certains effets. Les personnages, ils ont inventé des rigs, ils ont dû se casser la tête, un truc de fou, parce qu'ils ont inventé des rigs en fait, pour les déformer et rajouter en fait, des traits ou démultiplier certains membres pour donner la sensation de vitesse en fait, quand ils bougent et tout. Et visuellement, je trouve que c'est un film génial, quoi. Et si je peux vous conseiller d'ailleurs quelque chose, c'est que si vous êtes sur Twitter, il y a beaucoup de mecs qui ont bossé dessus, parce que c'est devenu un projet de passion en fait pour tous ces mecs qui ont bossé là-dessus, parce qu'on leur donne rarement l'attitude. L'animation américaine est ultra formatée, c'est-à-dire que quand tu sors des canons de DreamWorks et puis de Pixar, c'est vachement dur de faire quelque chose de neuf. Et les gars, du coup, ils sont éclatés en fait, parce que là, il y avait quelque chose qui changeait. Alors, juste un petit truc, c'est qu'on n'a pas parlé non plus de Love, Death and Robots qui est sur Netflix. Et il y a quand même un épisode dedans, c'est une anthologie, tout ça, produit par David Fincher. Et il y a un épisode dedans qui met quand même à l'amende Spider-Man New Generation, visuellement, je trouve, qui s'appelle Le Témoin, The Witness. Le scénario n'est pas terrible, mais alors visuellement, si vous avez aimé Spider-Man New Generation, voilà, ça peut être ma reco pour cette espèce de mini-épisode de rattrapage de Spider-Man New Generation. C'est-à-dire que Julien fait les transitions à ma place et tout, enfin, ça y est, c'est tout paravolo, c'est le bordel. Puisque tu as commencé les recos, t'en avais une autre ou pas? Oui, alors qui n'a rien à voir. Ça m'aurait étonné. Non, mais parce que j'ai... Le mec vient avec 12 recos. Mais non, mais c'est pas par rapport à l'autre, enfin bref. Non, mais c'est très court. Mais tu dis ça aussi à chaque fois. Ouais, je suis désolé. Non, mais alors, non, mais ça n'a rien à voir parce que j'ai plus rien moi sur les Marvel et Super. J'ai plus rien. Je suis à poil. Mais non, en fait, je sais qu'on fera pas d'extra et tout dessus. Et pour cet été, il y a un film qui sort là le 10 juillet. Qui est ahurissant, je trouve, qui s'appelle Les Enfants de la Mer. C'est un premier film d'Ayumu Watanabe. C'est un film de Studio 4 de Gressay, en fait. Et ça commence, on va dire, comme un teen movie pour virer à une espèce de conte fantastique. Ça sert à rien que je vous pitch le film, allez-y, quoi. Et ça vire en fait une espèce de trip métaphysique, sensitif, un truc de malade mental. Musique de Joe Hisaishi aussi, si ça peut vous convaincre d'y aller. Toujours bien. Il faut moi que je digère le film, il faudrait que je le revoie exactement pour voir où je le situe à peu près dans mon truc et tout. Mais ce que je sais, c'est que je me suis pris le film en plein dans la gueule. J'ai eu un choc, pareil, voilà, on parle de choc esthétique, alors là, mais un truc de fou, quoi. Et la fin, en fait, tout le trip et tout, qui a un truc sur le mystère de la vie lié au secret des profondeurs marines. Je trouve ça un truc absolument ahurissant. Voilà, allez-y. En plus, ça se passe dans l'eau, dans l'océan. C'est parfait pour l'été. Les Enfants de la Mer, 10 juillet en salle. Magnifique. C'est mieux que Spider-Man. Stéphane. Alors moi, je vais faire une reco absolument incroyable. Je vais recommander... Parce que là, c'est le numéro combien ? 199. Et je vais recommander le numéro 200 de nos ciné en avance. Un numéro 200 complètement dingue, en fait, sur un petit film dont on parle rarement, qui s'appelle Anaconda. Et qui va être... ça va être quoi, en fait ? Ça va être... toi-même, tu sais, non ? En direct. Un direct. Ce sera un direct. Un direct avec... Le 9 juillet. Voilà, et une espèce de commentaire audio. Ce sera un commentaire audio du film. Aviné, je pense. Non, pas du tout. Non, on boit de l'eau ici. Voilà. Avec de l'eau. Aviné à l'eau, d'accord, bon, d'accord. Hydraulique. Sur ce qu'on peut clairement dire être l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Un marqueur. Un voilà. Tournant dans l'histoire du cinéma. En tout cas, dans les films qui commencent par A, qui se terminent par A. C'est ça. Et à mon avis, tu réduis le truc, ça fait quand même pas mal de voilà. Il y a Anna de Luc Besson, ça a l'air vachement bien. Non voilà, ouais, mais là c'est Anaconda, voilà. Donc c'est encore mieux. Voilà, encore mieux. Dedans. Et donc voilà, numéro 200 de nos ciné, ne ratez pas ça. Ne ratez pas ça, surtout pas. Perrine. Moi j'étais partie sur autre chose, puis d'un seul coup tu as parlé de cinéma d'animation, donc j'ai eu envie de parler de cinéma d'animation. C'est vrai. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Buñuel après l'âge d'or. Et bien sûr, là, de tête, je n'arrive plus à me souvenir du nom du réalisateur. Je vais trouver ça le temps que tu expliques un peu voilà, Buñuel après l'âge d'or, c'est un film, c'est une sorte de making-of pour le film Terre sans pain de Buñuel, son seul documentaire. Et un making-of animé où on retrace de comment ce film a été fait, que ça a été un tournant. C'était justement donc après l'âge d'or, qui a été une réception très très difficile, l'âge d'or à l'époque. Et il était sur le point de Salvador Simo. Et donc, voilà...
l'idée, c'est qu'on ne savait pas s'il allait réussir à faire des films derrière. Et il part comme ça dans les Urdes, à l'Estrémadour, en Espagne, pour faire un documentaire sur des gens, des vrais petits gens qui vivent une situation très, très compliquée. Et il veut mettre la caméra sur eux. Et en même temps, en faisant une vraie recherche esthétique, en créant quelque chose, il va un peu se perdre, il va faire un peu plein de choses. Le film est là parce son pote a gagné à la loterie. Oui. Donc, le film est complètement fou. Et cette idée d'en faire un making-of animé est assez passionnante. L'histoire est complètement passionnante. Et surtout, n'essaye pas du tout de faire de Buñuel quelqu'un de particulièrement sympathique. Au contraire, il est même particulièrement chiant. Mais le film est quand même assez passionnant. Il dure à peine 1h15. C'est vraiment une vraie petite perle à regarder. Et vite fait, parce qu'on n'en parlera pas non plus, et ça sort cet été, ça sort le 31 juillet. Je vous recommande Midsommar de Ari Aster pour ceux qui avaient aimé Hérédité. Ce n'est pas un film qui fait peur. C'est un film qui est perturbé et perturbant. Mais très perturbé surtout. Très bien. David. Moi, j'ai une reco qu'on peut relier d'une certaine manière à Far From Home parce que c'est le film qui a fait connaître Jake Gyllenhaal et qui est sorti en 2002, la même année que le premier Spider-Man de Sam Raimi. C'est Donnie Darko qui ressort en fait en France le 24 juillet, ressorti par Carlotta. Il sort en 2 versions. Alors, il y a la version cinéma qui était sortie à l'époque et une version Director's Cut. Moi, je recommande plutôt la version cinéma. Qui est un film qui ouvrait de grands espoirs, alors qui a pas eu beaucoup de succès en salle au moment de la sortie. C'est un film qui ouvrait potentiellement une grande carrière, qui en fait a donné lieu sur les films suivants à 2 échecs qui font qu'il n'y a toujours pas de suite à sa filmographie. Et donc le film est visible de nouveau en salle. Je recommande sans trop pitcher non plus. C'est une histoire d'un ado et avec des histoires de paradoxes temporels. Est-ce qu'on a bien fait de survivre ou pas? Voilà, c'est très début des années 2000 et en même temps très intéressant à voir. Très bien, notre temps est écoulé. Merci à tous les 4. Merci à Solène, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite pour le numéro 200, évidemment. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.